bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 20 décembre, le verdict est tombé dans le procès des adultes impliqués dans l'assassinat du professeur Samuel Paty. 16 ans de réclusion criminelle pour 2 amis du terroriste qui l'avaient aidé à s'armer, 13 et 15 ans de prison pour les 2 auteurs de la campagne de haine en ligne dont a été victime le professeur d'histoire-géographie. Ils ont fait appel, il y aura un nouveau procès. Le 25 novembre, le Parisien a fait le portrait d'une professeure de lettres qui a organisé la venue à ce procès de 7 classes de lycéens dans le cadre d'un travail de sensibilisation. Chantal Anglade a 61 ans, elle est membre de l'Association française des victimes du terrorisme. Sa fille avait été blessée dans un attentat en Égypte et depuis 2018, Chantal Anglade va dans les classes pour parler aux élèves du terrorisme. Elle raconte son parcours et son engagement aujourd'hui dans Code Source au micro de Barbara Gouy. Je rencontre Chantal Anglade dans les locaux de l'Association des Français victimes de terrorisme à Levallois-Perret. Elle est fatiguée par les semaines intenses qui viennent de s'écouler, mais reste souriante et toujours prête à parler de ses actions auprès des lycéens. Chantal Anglade est née le 30 mai 1963. Elle grandit dans un milieu populaire en région parisienne avec un frère qui a 10 ans de plus qu'elle. À l'école, Chantal adore apprendre. Elle en profite pour découvrir ce qu'elle n'apprend pas chez elle, comme les langues. J'ai été très jeune, très reconnaissante à l'égard de mes enseignants. C'est-à-dire qu'ils m'ont ouvert toutes ces portes, évidemment en particulier celle de la littérature, puisque je suis devenue prof de français. J'ai travaillé beaucoup en ZEP, avec des élèves dits en difficulté, mais que je voyais progresser, et c'était une très grande satisfaction. À 27 ans, Chantal a un premier enfant, un garçon, et 3 ans plus tard, en 1994, elle donne naissance à 2 jumelles. Chantal élève ses enfants à Levallois-Perret et se plaît dans son travail d'enseignante. Lorsque l'une de ses jumelles a 14 ans, elle lui demande de partir en Égypte en colonie de vacances. J'étais quand même très consciente de la difficulté, non pas des difficultés en Égypte, mais de ce qui se passait dans le monde. C'était l'époque d'événements très durs sur la bande de Gaza. Et c'est vrai que moi-même, je m'étais posé des questions avant leur départ en Égypte. Chantal accepte tout de même qu'elle parte avec son amie et sa fille s'envole pour le Caire en Égypte en février 2009. Le voyage en Égypte se passe très bien, c'est-à-dire que les enfants visitent le Caire et puis partent sur la mer Rouge, font des activités aquatiques et s'apprêtent à revenir en France. Oui, les nouvelles sont excellentes. Le 22 février, sa fille est toujours en voyage en Égypte, Chantal est en train de travailler et elle allume la télé pour se changer les idées. J'apprends qu'il y a un attentat au Caire. Un attentat a eu lieu au Caire, dans un quartier touristique de la ville. Au moins 17 personnes auraient été blessées par l'explosion. Et ma première réaction a été de penser que le Caire, c'est une ville immense et que nos enfants n'étaient pas sur cette place. Et j'entends dans un premier temps qu'il y a une Française décédée. Et selon l'agence France Presse, une Française aurait déjà perdu la vie. J'ai appelé d'autres mamans. La deuxième personne que j'appelle me répond avec une voix que je perçois comme extrêmement affectée. Et avant même qu'elle me dise que les enfants sont dans l'attentat, je comprends à sa voix qu'ils y sont. Et la seule chose qu'elle est capable de me dire, c'est « appelle la mairie ». Et donc j'appelle la mairie. Et je tombe sur une personne qui s'occupait justement des séjours pour les jeunes et qui cherche dans une liste, j'imagine, et qui me dit que ma fille est blessée et qu'elle est à l'hôpital. Il me demande d'attendre et j'attends. Et au bout de plusieurs heures, je décide que je n'attendrai plus et je vais à la mairie. Je me retrouve avec d'autres parents qui, eux, ont eu la nouvelle du décès de Cécile. Cécile, c'est une petite jeune fille de 17 ans. Et c'est ma fille, mon autre jumelle, qui me dit les choses, qui me dit que Cécile est décédée, ce que je ne veux pas croire dans un premier temps. Même si Cécile est plus âgée que sa fille, Chantal la connaît car c'est une amie de son fils.
25 personnes sont blessées, mais il n'y a pas d'autres victimes dans cet attentat à la bombe où un explosif a été déposé sous un banc dans un quartier touristique du Caire. Chantal reste à la mairie, elle est sous le choc et cherche seulement à avoir des nouvelles de sa fille. J'ai des nouvelles de ma fille dans la soirée, très tard, vers minuit j'imagine. Elle est hospitalisée et la consul se trouve auprès des enfants blessés à l'hôpital et elle appelle de son téléphone. Et donc je peux parler à ma fille et j'apprends qu'elle est blessée à la jambe, au pied, mais elle a d'autres blessures, ça je le constaterai par la suite. Le lendemain matin, Chantal prend un avion avec d'autres parents pour rejoindre leurs enfants. Ils arrivent à l'hôpital. C'est très difficile, nos enfants sont évidemment extrêmement choqués, blessés aussi. Ils n'ont pas de béquilles, donc on les voit boiter, donc ça c'est très très visible. Et ce sont des enfants profondément choqués. Et ma fille, elle est brûlée, elle a les cheveux brûlés, elle a le ventre brûlé. Je sais que les médecins ont constaté aussi que ses tympans étaient éclatés. Je parle assez peu, je l'interroge assez peu. Je l'écoute si elle parle, mais elle a peu de choses à dire, elle a très très peu de choses à dire. Donc moi, ma mission consiste à lui dire, écoute, je vais te ramener et tu vas retrouver ton frère, ta sœur, et puis ça va aller, on va te soigner, etc. Mais elle est très très choquée. Chantal et sa fille rentrent la nuit suivante et elles enchaînent les rendez-vous médicaux pour soigner ses blessures. 2 semaines plus tard, Chantal décide de retourner travailler dans le lycée où elle enseigne. Je reprends mon travail certainement beaucoup trop vite. J'avais moi aussi besoin de temps. Personne ne me le dit et donc je reprends le travail et ça c'est affreux, c'est épouvantable. Ça j'ai un souvenir, moi qui adore mon métier, le matin du jour où j'ai repris, je pleurais en salle des profs et j'ai pris sur moi, mais je l'ai fait avec une douleur immense, c'était très très difficile. Ça c'est un très très mauvais souvenir. J'ai mis plusieurs mois à reprendre mon activité de manière correcte. Les familles touchées par cet attentat se soutiennent entre elles en se rendant des services. Moi, j'apportais un soutien scolaire, mais je me souviens de parents de 2 jeunes filles victimes de cet attentat, qui étaient tous les 2 dermatologues, et qui ont enlevé à la pince à épiler les débris métalliques qui affleuraient sous la peau de ma fille. Et ça a duré des heures. À la pince à épiler, ils étaient 2 à enlever débris par débris. C'était le seul moyen de communiquer aussi avec nos enfants. Chantal parvient à parler de l'attentat avec sa fille uniquement lorsqu'elle la soigne en lui faisant des pansements. Elle se remet petit à petit de ses blessures. En juin 2009, Chantal participe à la création de l'AFVT, l'Association française des victimes de terrorisme, pour sensibiliser le grand public et aider les victimes dans leur parcours administratif et juridique. Tout en s'engageant dans ce combat, elle essaye de reprendre une vie normale. Quelques années plus tard, aux alentours de 2012, Chantal ressent un profond malaise face à une classe de BTS. Ce que j'ai pu constater en classe de BTS, c'était des élèves qui regardaient des vidéos de décapitation. Ils ne s'en cachaient pas, mais je ne comprenais pas les motifs pour lesquels ils les regardaient. C'est-à-dire que les motifs, entre guillemets, religieux ou idéologiques, je ne les comprenais pas. Et moi, ce que je comprenais, c'est qu'ils avaient du goût pour du sensationnel et pour quelque chose d'épouvantable. Ça, j'ai essayé d'en parler avec eux. Ce que j'ai pu constater aussi, et là j'ai compris qu'il s'agissait de quelque chose de religieux, c'est dans la même classe, les garçons qui se mettaient d'un côté, les filles qui se mettaient de l'autre côté. Mais c'était extrêmement nouveau et donc c'était pas facile de trouver le moyen, en tous les cas, de parler avec les élèves de ce qui se passait. En 2015, la France est marquée par plusieurs attentats. Le 7 janvier, la rédaction du journal Charlie Hebdo est visée par 2 terroristes, les frères Kouachi, qui tueront 12 personnes ce jour-là. C'est certainement à ce moment-là que je comprends que le corps enseignant est démuni lorsqu'il s'agit d'entamer une discussion avec les élèves à propos des attentats.
Ça, je le vis en classe, je le vois, je le constate. Les élèves, je les trouve profondément indifférents. C'est moins difficile finalement le 13 novembre 2015 parce que cela concerne l'ensemble de la population. Le 13 novembre 2015, une série d'attentats djihadistes se déroule à Paris et dans sa banlieue. 130 personnes sont assassinées. Une première attaque à la bombe se déroule près du Stade de France à Saint-Denis. Des fusillades ont lieu dans les rues des 10e et 11e arrondissements, visant des terrasses de cafés et de restaurants, et une autre fusillade dans la salle de concert du Bataclan. C'est-à-dire que les élèves vont davantage s'identifier aux victimes du 13 novembre. Ils ont quand même le sentiment que ça aurait pu être eux. Et cette identification permet le dialogue. Et donc on a un accès à nos élèves qui est plus facile à ce moment-là. Ça devient un sujet de société et je commence à réfléchir à la question de la transmission. Comment à la fois ne pas perdre le dialogue avec nos élèves et d'autre part, que transmettre à ce sujet-là. 2 ans plus tard, Chantal soumet au ministre de l'Éducation nationale le projet de faire un pôle éducatif dans son association, la FVT, afin de pouvoir parler des attentats avec les élèves dans des ateliers spécialisés. Le projet est accepté. Dès 2018, elle concrétise ce projet dans lequel se rencontrent des personnes victimes de terrorisme et des élèves. Ma proposition fait peur à la totalité des établissements scolaires. C'est-à-dire que les premières actions que je mets en place, je les mets en place avec des collègues qui sont aussi des amis et qui me font confiance. Parce que le sujet est totalement inédit. Et qu'on a très très peur que soit développé ce qu'on pourrait appeler le pathos, qu'on soit là pour faire pleurer les élèves. Alors ça, j'ai toujours été très consciente qu'une forme d'émotion était inévitable parce que vous êtes face à quelqu'un qui a perdu un proche de manière violente ou bien qui a subi un attentat forcément violent et traumatisant. Mais ce qui nous importe, c'est d'aller au-delà de l'émotion et d'aller vers la réflexion. Et une réflexion qui n'est pas la nôtre d'adultes, mais qui est la leur de lycéens, c'est-à-dire de jeunes gens qui sont concernés comme tout un chacun par le phénomène terrorisme dans notre société, mais qui par ailleurs pourraient être les proies de recruteurs qui cherchent à embrigader des jeunes gens dans une idéologie qui favorise le terrorisme ou qui peut le produire. Donc il y a aussi cette dimension de prévention de la radicalisation qui n'est pas ouvertement dite aux élèves, mais qui est sous-jacente au projet. Avec la FVT, Chantal met en place une vingtaine d'ateliers par an. Mais les attentats djihadistes en France ne s'arrêtent pas en 2015. Le 16 octobre 2020, un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, est assassiné et décapité près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine. Quelques jours auparavant, Samuel Paty avait montré des caricatures du journal Charlie Hebdo dans un cours sur la liberté d'expression, ce qui a provoqué la colère d'un père d'une élève. Celui-ci publie des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il insulte le professeur et ces vidéos sont repérées par le terroriste qui tuera Samuel Paty. Le 16 octobre, le terroriste se rend devant le collège et propose de l'argent à un élève pour qu'en échange, il l'aide à identifier Samuel Paty. L'élève accepte et Samuel Paty est assassiné. C'est l'impensable qui surgit. Moi, je suis la première à penser que l'école est un sanctuaire et que, entre les 4 murs de notre classe, nous avons une vie avec nos élèves et que rien ne pénètre dans la classe. Voilà. Et là, c'est vraiment la stupeur. Dans un premier temps, qu'un professeur soit assassiné, dans un deuxième temps, que des collégiens aient reçu de l'argent et aient désigné le professeur au terroriste. Ça, c'est vraiment très, très, très difficile à concevoir et à supporter. Rapidement, Chantal se rend au collège du Bois d'Aulne, celui de Samuel Paty, avec d'autres membres de l'Association française des victimes de terrorisme. Nous venons vers les professeurs du Bois d'Aulne et les personnels du Bois d'Aulne pour leur dire que nous les comprenons et que nous savons que la route va être difficile, que ça va être long et nous leur proposons de les accompagner. Et nous allons proposer
de nous adresser aussi aux élèves et donc de réaliser des actions éducatives dans ce collège qui seront forcément très très particulières puisque le public est impacté par un attentat terroriste et que le public peut avoir contribué à diffuser la rumeur. Je leur ai proposé un atelier d'écriture sur la question de « je me souviens ». Je leur ai interdit, alors là, tout pathos. C'est-à-dire, je leur ai dit, vos sentiments, vos émotions ne m'intéressent pas. Ce que je veux savoir, c'est vraiment des faits. De quoi vous souvenez-vous? Est-ce que vous vous souvenez de la rumeur? Qu'est-ce qu'il se disait? Qu'est-ce qu'il se répétait? Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu la photo? Etc., etc. Et en fait, ça a soulagé ces élèves-là. J'ai été la première surprise. Enfin, les élèves pouvaient évoquer leur participation à cet événement. Ils n'étaient plus passifs, vous voyez, et on a pu y réfléchir. Je suis contente d'avoir terminé ainsi avec eux, au moins par la vérité. Parce que ce qui me manquait au Collège du Bois d'Aulne, c'est que les élèves disent la vérité. Les établissements sont dorénavant en demande des ateliers éducatifs de Chantal. Lors du procès fleuve des attentats du 13 novembre 2015, qui s'ouvre en septembre 2021 et qui se déroule jusqu'en mai 2022, une nouvelle idée émerge. Un certain nombre de professeurs viennent vers moi et me demandent de travailler sur la justice parce qu'ils ont suivi, du moins dans la presse, le procès des attentats du 13 novembre. Et après les attentats du 13 novembre, on a d'autres procès. On a le procès de Nice, par exemple, qui est beaucoup moins long, qui est moins médiatisé. Et c'est à ce moment-là que je vais emmener des élèves à la fois à Paris et à Nice, puisqu'il y a une salle de retransmission à Nice, suivre des audiences du procès de Nice. Le procès des attentats de Nice se déroule fin 2022. Le 13 octobre 2023, un autre professeur est assassiné par un terroriste. C'est Dominique Bernard qui cherchait à protéger ses élèves d'un ancien élève radicalisé. Peu de temps après, le procès des mineurs impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty s'ouvre à huis clos au tribunal pour enfants. Comme il est à huis clos, Chantal n'a pas pu emmener d'élèves à ce procès. J'y assiste auprès de mes collègues du Collège du Bois d'Aulne, pour qui évidemment c'est très très important puisqu'il s'agit de leurs propres élèves. Et évidemment, nous avons des attentes. Nous avons beaucoup d'attentes et nous espérons que les élèves donneront des explications qui puissent être convaincantes aux actes qu'ils ont commis. On ne cherche pas, nous, à les juger, c'est la cour, c'est le tribunal pour enfants qui doit les juger, mais nous attendons des explications. Et ces explications, nous ne les aurons pas. Voilà. Donc c'est un procès qui a été très déceptif pour moi et pour les professeurs du Collège du Bois d'Aulne. Un an plus tard, un nouveau procès s'ouvre pour juger cette fois-ci les adultes impliqués dans l'assassinat du professeur. Quand est audiencé le procès des adultes de l'attentat contre Samuel Paty, ce procès réunit à la fois les éléments sur la justice, sur le terrorisme et sur la position d'élèves et sur le lien prof-élève. À ce moment-là, moi, j'ai envie de construire un nouveau projet. J'ai besoin de récolter leurs réflexions à ce sujet. Chantal emmène donc 7 classes de lycéens à la cour d'assises pendant 7 semaines pour assister au procès. Évidemment, chaque classe vient à une audience différente. Certains ont entendu des experts, d'autres des témoins, d'autres le réquisitoire, les plaidoiries de la défense. Donc ces élèves, chaque classe est à un moment différent du procès. Moi, je les prépare, je leur explique ce qu'est la cour d'assises spécialement composée. Je leur présente quelques éléments du dossier, en tous les cas les chefs d'accusation contre chacun des accusés. Leur prof leur explique aussi un certain nombre de choses. Je leur montre la disposition de la salle, etc. Mais une fois qu'ils viennent, ils sont dans le concret. C'est toujours pareil. Le concret va vraiment aider les élèves à penser et le plaisir qu'ils y trouvent fait que le projet fonctionne très bien. C'est très très agréable de s'apercevoir qu'ils y prennent beaucoup de plaisir. Et l'idée, c'est de les faire travailler tous ensemble ensuite. Je ne sais pas si ça va être possible. 7 classes, j'espère qu'on ira plus loin, mais je ne sais pas encore. Ça va dépendre d'eux.
Barbara, Chantal Anglade, est-ce qu'elle se consacre uniquement maintenant à ce travail de prévention auprès des élèves ? Oui, depuis 2018, elle est détachée de l'éducation nationale. Ça veut dire qu'elle n'exerce plus en tant qu'enseignante, mais qu'elle travaille uniquement pour son association. Et elle me dit qu'elle a appris ce détachement en milieu d'une année scolaire. Donc ça n'a pas été facile de quitter ses élèves et d'arrêter d'enseigner en plein milieu d'une année scolaire. Mais elle ne regrette pas ce choix. Aujourd'hui, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle se considère toujours comme une enseignante, comme une prof. Elle m'explique que pour elle, ces ateliers, ça reste de l'enseignement. Merci Barbara Gouy. Si vous souhaitez entrer en contact avec Chantal Anglade, vous pouvez aller sur le site de l'Association française des victimes du terrorisme, afvt.org. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller, Clara Garnier-Amouroux et Pénélope Gualquier-Rotti. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis on vous invite également à écouter le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi, une affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.